Cette série de vidéos sur la Saturn V est sponsorisée par Fiverr, grâce à qui j'ai pu trouver Serge, animateur 3D, qui m'a fait des animations aux petits oignons de la Saturn V que vous pourrez contempler. N'hésitez pas à faire appel à Serge et à d'autres prestataires de Fiverr avec le lien qui se trouve dans la description. Le troisième étage de la Saturn V est le composant primordial pour envoyer les astronautes sur la Lune, et le premier qui a la périlleuse mission de se rallumer plusieurs fois. Ensemble, penchons-nous sur le S4B et son histoire qui a duré bien après le programme Apollo. En 1961 a lieu le premier vol d'une toute nouvelle fusée, la Saturne I. Ce lanceur a pour objectif de mettre en orbite des satellites lourds, et avec l'arrivée du programme Apollo, il est choisi pour tester quelques-uns de ses futurs composants, comme les capsules habitées. Son second étage, le S4, doté de 6 moteurs RL-10 et conçu par la société Douglas Aircraft Company, est très vite envisagé pour devenir le futur quatrième étage de la fusée lunaire américaine, la Saturn C4. Mais pour le transporter de son lieu de fabrication en Californie jusqu'en Floride pour son décollage, il est impossible d'utiliser la route ou le train. De plus, le trajet en barge prend plus de 2 semaines, ce qui génère de la corrosion. Deux ingénieurs visionnaires, Lee Mansdorf et Jack Conroy, vont alors transformer des Boeing 377 inutilisés en un avion de transport spécial pour les S4. De là vont naître le Pregnant Guppy, puis le Super Guppy, encore plus large. Avec l'avancée du développement du programme Apollo, la Saturn C4 est abandonnée pour la Saturn V, et la Saturn I est améliorée et devient la Saturn IB. Le S4 est modifié, devenant le S4B plus puissant. Deux versions voient le jour. Les S4B série 200, conçus pour les vols de Saturn IB, et les S4B série 500 pour les vols de Saturn V. Au lieu de la grappe de moteur RL-10 du S4, la NASA installe sur le S4B un unique moteur J2 conçu par Rocketdyne et équipant déjà l'étage S2 de la Saturn V. Pour concevoir le S4B, on sélectionne Douglas, déjà en charge du S4. Ils seront construits par la firme à Huntington Beach, en Californie, testés à Sacramento, dans le même état, et enfin transportés en Floride par Super Guppy. Et que ce soit pour la Saturn IB ou la Saturn V, le S4B sera le support de la case à instruments et de la soute qui, à terme, abritera le module lunaire des missions Apollo. Le S4B va donc avoir une tâche cruciale, puisqu'il va terminer la mise en orbite d'Apollo, mais également se rallumer pour faire l'injection translunaire, propulsant les astronautes vers la Lune. D'un diamètre de 6,6 mètres, d'une hauteur de 18 mètres, le S4B est bien plus petit et fin que les deux étages précédents. À sa base, on trouve le même moteur J2 que le S2, qui est fixé à la structure de poussée d'1,50 m. L'ensemble est protégé par l'interétage, mais aussi par une jupe, sur laquelle sont installés l'APS et des fusées de tassement. Les fusées de tassement sont allumées juste avant la séparation de l'étage S2, afin que les ergols du S4B soient plaqués dans le fond du réservoir à l'allumage du J2 et non en apesanteur. Après l'allumage du S4B, ces fusées de tassement sont larguées car rendues inutiles. L'APS, ou système de propulsion auxiliaire, permet lors du rallumage du J2 de créer une petite poussée qui plaque à nouveau les ergols au fond du réservoir, mais réalise également de petites corrections entre la mise en orbite terrestre et la poussée vers la Lune. Au-dessus de la jupe, on trouve les réservoirs dans une configuration similaire à celle du S2. À la base, le réservoir contenant 77 000 litres d'oxygène liquide, et collé à lui, le réservoir contenant 286 000 litres d'hydrogène liquide. Tout au-dessus, la jupe supérieure de 3,1 m abrite l'Instrument Unit, ou la case à instruments, conçue par IBM.
Ce petit anneau, c'est le cerveau de la Saturne V. La case à instruments est divisée en 24 sections égales pour des équipements divers, comme des ordinateurs de bord ou des circuits de refroidissement. À la NASA, le mot-clé est redondance. La section de 3 gyroscopes et 3 accéléromètres est elle-même triplée par souci de sécurité. L'ordinateur est donc capable, grâce à tous ces systèmes, de détecter une rotation ou des mouvements hors limite qui montreraient que la fusée sort de la trajectoire prévue. Il peut alors décider de la réaction appropriée à appliquer, comme couper certains moteurs ou déclencher la tour de sauvetage. Enfin, au sommet de l'étage, lors du programme Apollo, est placé le LEM adapteur. Cette coiffe, composée de 2 parties, est chargée de servir de soute au module lunaire, mais aussi de supporter le module de service de la capsule Apollo placé au sommet. La partie basse, fixe et haute de 2 mètres, soutient la partie haute, composée de 4 panneaux de 6 mètres de haut. Dans ces premières versions, ces panneaux se déployaient simplement pour laisser place au module lunaire. Mais lors de la mission Apollo 7, un de ces panneaux se coince en position semi-ouverte. Il est donc décidé de les séparer totalement lors des vols suivants. Par conséquent, une fois le S-4B en route vers la Lune, ces 4 panneaux s'ouvraient et se détachaient, libérant le module de commande et de service, et mettant au jour le module lunaire. Une fois le LEM récupéré, le S-4B avait rempli sa mission, le moteur J2 était rallumé un peu plus tard, ce qui le déviait de la trajectoire du train lunaire et l'envoyait vers une orbite solaire lors des premières missions, et droit sur un lieu prédéfini de la Lune pour des mesures sismiques à partir d'Apollo 13. Le S-4B fonctionnera parfaitement lors de toutes les missions Apollo habitées, propulsant Apollo 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 vers la Lune. Avec l'annulation des missions Apollo 18, 19 et 20, la NASA se retrouve avec un budget tronqué. L'étape suivante pour le programme spatial américain est de concevoir un véhicule réutilisable, et donc peu cher, pour mener des activités en orbite basse terrestre, la navette spatiale. Tout comme les soviétiques, l'heure est aux stations orbitales. Mais les composants des missions Apollo annulées, les Saturne V, les capsules et les astronautes, eux, sont encore là. Une idée va alors germer à la NASA. Transformer un étage S-4B en habitat orbital. Le projet Skylab est né. La station a comme base une version 200, qui équipait à l'époque les Saturne 1B. Un clone de Skylab, le Skylab B, est lui dérivé d'un S-4B de Saturne V lunaire non utilisé et a pour but de remplacer, à terme, Skylab. Le lancement de Skylab, le 14 mai 1973, voit le dernier décollage d'une Saturne V de l'histoire. La station est placée sur une orbite de 430 km d'altitude. Pendant 6 ans et durant 3 expéditions, les astronautes vont pouvoir mener des expériences en orbite de moyenne durée, se rendant là-haut grâce à des Saturne 1B. Mais en 1979, Skylab est en fin de vie. Malgré les efforts de la NASA pour faire en sorte que la station brûle dans l'atmosphère et s'écrase dans l'océan Indien, les débris finissent leur course dans les terres, au sud-ouest de l'Australie. Plusieurs débris sont retrouvés au sol, heureusement sans dégâts ni blessés. Skylab B, son clone qui devait prendre sa relève, ne sera finalement pas envoyé dans l'espace faute de budget et reste aujourd'hui le plus grand témoin de ce programme, visitable au Air and Space Museum de Washington. Au total, 9 S-4B de série 200 voleront dans l'espace pour des vols de Saturne 1B et un 10e sera utilisé pour Skylab. Ils permettront de tester des composants d'Apollo en orbite terrestre, comme le LEM et le module de commande lors d'Apollo 5 et Apollo 7. Ils réaliseront également le fameux vol d'Apollo-Soyouz en 1975, qui sera le dernier vol spatial d'un S-4B et de tout autre composant d'Apollo. Les S-4B série 500, montés sur des Saturne V, permettront les vols non habités d'Apollo 4 et 6 pour tester la Saturne V, mais aussi les 10 vols habités de Saturne V, lunaires ou non. Les S-4B d'Apollo 8, 9, 10, 11 et 12 ont été envoyés en orbite solaire et errent désormais sans but dans l'espace. Après la pause des sismomètres d'Apollo 11 et 12, les S-4B des missions lunaires suivantes sont envoyés sur une trajectoire d'impact avec la Lune.
Au total, 5 S4B s'écraseront sur notre satellite, ce qui permettra de mesurer les vibrations ressenties par les sismomètres et aider à comprendre la composition interne de la Lune. Mais en 2002, un vestige des missions Apollo refait surface dans le voisinage de la Terre. Cet objet, nommé d'abord J002E3, découvert par l'astronome Bill Young, semble en très haute orbite autour de la Terre. Des analyses plus poussées du spectre réfléchi par l'objet montrent qu'il est recouvert de peinture de dioxyde de titane, soit celle utilisée sur les S4B. À l'aide de calculs de trajectoire, le mystère finit par être levé. Cet objet est très probablement le S4B d'Apollo 12. Lors de la mission en 1969, il est envoyé vers une orbite solaire. Mais la combustion ne se passe pas comme prévu et l'étage se place sur une orbite terrestre semi-stable. En 1971, le S4B finit par disparaître. On pense alors qu'il a fini par quitter l'orbite terrestre ou simplement se cracher sur la Lune. En réalité, il a été éjecté sur une orbite solaire et pendant plus de 30 ans, il s'est baladé librement avant d'être finalement recapturé par la Terre en 2002 et redécouvert. Mais encore une fois, son orbite est assez instable. On finit par perdre sa trace en 2003 et selon les calculs des astronomes, il se serait de nouveau placé en orbite solaire. Il devrait revenir dans notre voisinage vers 2040. Au final, seuls 2 accidents notables sont à déplorer avec les S4B. Lors d'un test au sol en 1967, un étage explose dû à de mauvaises soudures sur les sphères d'hélium. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Enfin, lors d'Apollo 6, vol de test inhabité, le S4B n'a pas pu se rallumer pour l'injection translunaire. Malgré cela, on a quand même pu tester les systèmes de la capsule en orbite terrestre et la mission a été considérée comme un succès. Aujourd'hui, le seul vrai héritage du S4B ne réside pas dans l'étage lui-même, mais dans les avions qui ont été conçus pour le transporter. Les Super Guppy ont notamment servi, après le programme Apollo, pour le transport d'avions et morceaux de fuselage aux États-Unis, mais aussi en Europe. Un de ces avions exceptionnels est d'ailleurs exposé en France, sous les couleurs d'Airbus, au musée Aeroscopia de Toulouse. Cet avion, pas comme les autres, donnera aussi l'impulsion à Airbus pour créer le Beluga, puis le Beluga XL, basé sur des A300 et A330. Les S4B non utilisés par le programme Apollo, de série 200 et 500, sont aujourd'hui visitables au Kennedy Space Center, au Johnson Space Center et au Air and Space Museum. J'espère que cette partie sur le S4B vous aura plu. C'est la 3e d'une grande série sur la Saturn V dont les épisodes suivront dans les prochaines semaines. Encore merci au site Fiverr d'avoir sponsorisé la vidéo et à Serge qui a animé un modèle très détaillé du S4B avec brio. N'hésitez pas à aller voir son travail et éventuellement faire appel à ses services et à ceux d'autres créateurs talentueux comme des graphistes, comédiens de doublage, monteurs et autres artistes avec le lien qui se trouve dans la description. Vous y trouverez également le livre source de cette série sur la Saturn V, qui est une véritable bible sur le lanceur que je vous recommande chaudement. Allez, on se retrouve en avril pour la suite avec les LEM, CSM et tours de sauvetage. Ciao!